Donc cette histoire, c'est l'histoire de April. April vivait avec son compagnon et ensemble, ils ont eu un enfant, leur premier. Donc naturellement, cet enfant, c'était le monde des deux parents. Ils étaient vraiment aux anges d'avoir cet enfant. L'enfant, pour vous le dire, n'était pas né. Il était en cours d'arrivage. Il était dans le train pour arriver dans la famille, mais il n'était pas encore là. J'aime bien la petite métaphore. April en était à son 7e mois de grossesse. Donc à son 7e mois de grossesse, on voyait qu'elle était enceinte. L'expérience traumatisante qu'elle a vécue se passe dans une ancienne bien connue aux États-Unis, dans un Walmart. Elle faisait quelques courses, et à un moment donné, elle a été approchée par une femme totalement seule. Cette femme était assez petite, elle faisait pas super vieille, pas super jeune, âge moyen. Elle semblait totalement normale, elle n'était pas vêtue d'une manière chelou, elle avait pas l'air de venir d'une secte, et elle avait l'air d'ailleurs plutôt sympathique, plutôt gentille. Cette femme a commencé à parler avec April, à lui parler de sa grossesse en lui disant « Ah, c'est magnifique, un heureux événement arrive, etc. etc. » Et April dit que cette femme était très gentille, mais un peu intrusive. Elle ne la lâchait pas. Et vous savez, des fois, quand tu es tranquillement en train de faire tes courses, que quelqu'un te parle, ok, très bien, mais quand la conversation devient un peu trop longue et que toi, tu as juste envie de faire tes courses et de partir, là, ça devient un peu plus chiant. Et là, alerte rouge dans la tête de April. Elle ne sait pas pourquoi, mais cette femme la met mal à l'aise. Il y a un truc, elle ne sait pas dire si c'est la manière dont elle parle, ce qu'elle dit, mais il y a un truc où elle se dit je coince. Du coup, April se dit je vais mettre fin à la conversation. Elle dit à la femme je suis désolé, je dois rentrer chez moi préparer le dîner. Et là, la femme, plutôt que de dire ok, salut, elle demande les informations personnelles, des informations de contact de April. Elle demande ça parce qu'elle dit qu'elle tient une boutique spécialisée pour les enfants où ils proposent des jouets, des vêtements, ce genre de choses. Mais ce qui allume encore plus le petit feu d'alerte qu'il y a dans la tête de April, c'est que la femme dit comme ça, vous venez dans ma boutique et je vous donne des affaires pour bébé. Là, après, elle se dit justement, attends, qui inviterait quelqu'un qu'elle ne connaît pas pour lui donner des trucs comme ça gratos? C'est pas legit. Encore qu'elle donne sa carte avec l'adresse du magasin pour que April y aille et fasse des achats, oui, mais dire carrément je vais te donner des trucs, là ça devient un peu bizarre. Du coup, April dit, non merci, vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de la famille qui me donne des trucs, etc. Elle refuse, poliment, la proposition de la femme. Mais cette femme est quand même assez insistante, elle demande même le numéro de téléphone de April, et April, là, elle se dit « Mais laisse-moi tranquille !» Elle le dit pas directement, elle le dit dans sa tête. Donc April dit « Vous inquiétez pas, ça va aller », et elle met fin à la conversation. Elle va régler, payer pour ses articles qu'elle a achetés dans le Walmart. Après cet échange avec la femme, April est constamment méfiante. Pendant qu'elle est en train de marcher dans les allées pour sortir du magasin, elle n'arrête pas de regarder derrière elle si elle n'est pas suivie ou quoi que ce soit. Elle arrive à l'extérieur du magasin, il faisait nuit. Sur le parking, elle se dirige vers sa voiture et elle y arrive sans aucun problème. Mais elle s'est rendue compte qu'en sortant du magasin, la femme sortait également. Donc là, est-ce qu'il va y avoir confrontation? C'est ce que vous voulez savoir. Eh bien, alors que April est au volant de sa voiture, elle voit que la femme arrive du côté passager. Et juste avant qu'elle n'arrive vraiment au niveau de la portière, April a un mauvais pressentiment. Et elle a un move de génie, elle ferme les portes de sa voiture. Au moment où elle entend le verrou de la voiture s'enclencher, elle voit que la femme se précipite rapidement au niveau de la poignée de la porte du côté passager et elle essaye d'ouvrir la portière. La femme voit que la portière est fermée à la clé, du coup elle frappe sur la vitre et elle l'insulte April. Elle l'insulte pendant 2 bonnes minutes et après elle s'enfuit en courant à toute allure. April ne sait pas où cette femme est partie, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est vite sortie du parking avec sa voiture et elle n'a plus jamais remis les pieds dans ce Walmart là précisément. Elle ne sait pas ce qui se serait passé si jamais la femme avait réussi à pénétrer dans la voiture, ou si jamais elle s'était rendue à un rendez-vous dans sa fameuse boutique. Mais sa petite théorie, c'est qu'en fait cette femme en avait après son bébé. Si jamais elle s'était rendue à un rendez-vous, ou si jamais la femme avait réussi à rentrer dans la voiture, elle pense qu'elle se serait fait en quelque sorte kidnapper, séquestrée jusqu'à ce qu'elle arrive à terme de sa grossesse, et qu'après cela, son bébé lui aurait été enlevé. L'avertissement final qu'elle donne à la fin de son témoignage, c'est qu'il faut se méfier des gens, même s'ils ont l'air totalement normal. C'est pas faux, c'est pas parce que quelqu'un a l'air totalement sain d'esprit normal qu'il l'est forcément. Mais, faut pas non plus vivre dans une méfiance constante, sinon il y a de quoi se pourrir la vie. C'est une histoire vraiment folle, il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais je trouve que tout ce processus d'essayer de mettre April en confiance pour potentiellement derrière lui voler son bébé, ça c'est quelque chose d'horrible. Et c'est sûrement, alors je ne m'y connais pas du tout sur le sujet, mais il y a sûrement des cas comme ça qui arrivent, parce que la théorie qu'elle a émise à la fin de son témoignage, elle ne sort pas comme ça, c'est qu'elle a déjà dû voir des histoires de ce type de phénomène. Ok, on passe à la deuxième histoire. Ce second témoignage se passe à la période de Noël. C'est aussi quelque chose qui est arrivé à une femme qu'on va baptiser June. Avant c'était April, maintenant on va partir sur June.
Donc June était en 2e année à l'université et elle vivait en colocation avec 2 autres filles. Dans cette sorte d'appartement étudiant qui se trouvait non loin du campus, à 10 minutes à peine, les 3 filles vivaient en totale harmonie, il n'y avait pas de soucis. Et à la période de Noël, le jour de Noël précisément, les 2 filles sont allées dans leur famille pour les fêtes. Et June, elle travaillait. Elle travaillait dans une sorte d'hôpital, quelque chose dédié à la santé, et du coup elle travaillait à ce moment-là. De base, dans cette résidence étudiante, ils étaient à 4, mais il y en a une qui est partie parce qu'elle avait des petits soucis avec son petit ami. De ce que June peut dire, ce fameux petit ami en question était un véritable filou, quelqu'un qui n'était pas forcément très respectueux et qui avait tendance à abuser de la gentillesse des autres, c'est-à-dire qu'il avait tendance à rester par exemple dans la résidence étudiante où vivait June et ses colocataires, mais il est resté un peu trop. C'est-à-dire qu'il devait passer une nuit, finalement il passait une semaine. Donc c'était quasiment en fait comme s'il vivait dans le logement. Et vu que ça posait au bout d'un moment un problème, la fille qui était en couple avec ce mec et le mec, ils ont bougé. Et le fameux problème qu'il y a eu, c'est que ce mec-là, à un moment donné, il a frappé physiquement sa petite amie. Il a pas fait que ça, hein. Il a aussi insulté toutes les filles qui vivaient dans la résidence, tant qu'à faire. En tout cas, vous avez un peu une vision de cette personne-là. Les filles qui étaient assez solidaires entre elles, conseillaient à la fameuse petite amie de parler au doyen de ce qui s'était passé, de mettre un terme à cette relation, mais cette fille qui était sûrement aveuglée par l'amour a décidé que non, elle ne dirait rien et qu'elle allait quitter le logement, ce qui a créé une certaine tension entre les filles qui restaient dans le logement et elle qui est partie. Donc on est le jour de Noël. June a travaillé toute la journée, du coup elle est claquée. Elle est claquée et en plus elle doit retravailler le lendemain. Donc elle se dit qu'elle va aller au lito. C'est pas le Noël le plus festif. Elle ferme donc les portes, elle éteint les lumières, elle descend les escaliers parce que sa chambre, elle, se trouve au rez-de-chaussée. Elle était sur TikTok tranquillement, elle y est restée pendant 1 heure. TikTok on connaît, hein. Tu te dis je vais y rester 5 minutes, au final tu y restes 3 heures. Et là elle entend un son qui vient de sa cuisine. Elle entend des chaises qui sont déplacées. Elle pense d'abord que ce son vient de chez son voisin, parce que les murs sont assez fins. Et du coup, naturellement, si tu fais des bruits assez importants, ça peut résonner dans les autres logements. Sauf que là, quelque chose lui traverse l'esprit. C'est fou parce que dans ce genre d'histoire, à chaque fois, les gens pensent à des choses. Moi, je serais rapidement décédé, je pense. Parce que je me poserais aucune question. Et du coup, elle se dit, attends, pourquoi ça bougerait chez mon voisin, les voisins qui sont à côté, alors que les deux m'ont demandé de réceptionner leur colis parce qu'ils sont pas là. Là, tu sens la petite goutte de stress qui commence à couler sur ton front. Mais bon, quand même, June se dit, mais non, ça doit être quelque chose d'anodin, passons outre. Sauf que là, deuxième son, la porte de sa chambre qui s'ouvre doucement. Elle se dit, oh mon dieu, il y a un cambrioleur, quelqu'un s'est infiltré chez moi. Là, ça monte direct dans sa tête. Et elle se dit, attends, un de mes profs avec qui j'avais sympathisé m'a dit que, une fois qu'il s'était fait cambrioler, il avait fait genre qu'il dormait et du coup il avait rien eu. Du coup, elle se dit, je vais faire la même. Sauf que, qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là, rappelez-vous? Elle était sur TikTok. Du coup, son téléphone était allumé. Il était en train d'éclairer son visage totalement horrifié. Et elle se dit, je suis cramé, je peux pas faire genre je dors. Donc là, June se retrouve nez à nez, parce que son lit se trouve devant la porte, avec la personne qui vient de rentrer chez elle. Elle ne voit pas qui c'est parce que le couloir est éteint. Elle-même est dans le noir. Elle sait que la personne est là, et pendant 10 bonnes secondes, c'est comme si les deux se regardaient comme ça sans rien dire. Mais elle ne voit pas son visage. Et après ça, la personne, très gentiment d'ailleurs, referme la porte. Là vous vous dites sûrement, maintenant faut qu'elle appelle la police, faut qu'elle aille le confronter, faut qu'elle aille le défoncer, faut qu'elle se cache, etc. Sauf que je pense, et c'est ce qui se passe dans cette situation, elle est sous le choc, elle se dit attends, je viens de me retrouver avec le mec qui vient de rentrer dans ma maison, et on s'est regardé comme ça dans le blanc des yeux, et ça n'a rien passé, il a refermé la porte en mode oh désolé. Du coup elle est là, il y a plein d'images qui passent dans sa tête, en fait ce qu'elle vient de vivre, ça repasse. Et du coup elle se dit attends mais j'ai vu quelque chose en fait. Ce qu'elle a vu c'était une casquette de baseball. Elle se dit il faut que j'appelle la police, mais elle est totalement stressée, elle est terrorisée. Elle se dit il faut que j'appelle mes parents pour leur dire, Elle se dit plein de trucs, mais elle fait rien. Elle reste là parce que d'un côté, elle voudrait faire des choses, mais elle est tétanisée. Et elle se dit en plus de ça, s'il y a quelqu'un dans la maison, ce qui est vraiment le cas, si j'appelle quelqu'un, il va peut-être m'entendre. Et peut-être qu'à ce moment-là, il reviendra et puis il va me défoncer. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'avec son téléphone, elle envoie un message à la personne qu'elle est en train de dater en ce moment. Elle lui dit, il y a quelqu'un qui s'est infiltré chez moi. Le mec lui dit, perds pas plus de temps que ça, appelle la police. Du coup, là, ayant un peu plus repris ses esprits, June appelle effectivement les policiers. La personne qui est en ligne avec June demande si elle se sent assez en confiance, assez à l'aise pour aller ouvrir la porte d'entrée pour que eux puissent rentrer dans le logement. Petite formalité parce que si jamais elle ne pouvait pas ouvrir la porte, eux, ils allaient la défoncer. Et ça évite d'avoir peut-être des frais de réparation de porte, ça évite aussi que le mec prenne peur et arrive à s'enfuir, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûrement pour ces raisons-là.
Et June dit, je m'en fous que la porte soit défoncée, je ne sors pas de ma chambre. Des minutes plus tard, June, qui se trouve, je le rappelle, au rez-de-chaussée, voit au travers de sa fenêtre des lampes. Quelqu'un toque à sa fenêtre, c'était la police. Il montre qu'ils sont là et que du coup, elle peut aller ouvrir la porte et que s'il y a un problème, bah, eux ils sont là prêts à intervenir. Du coup, elle sort de sa chambre et elle va ouvrir la fameuse porte d'entrée en question et la police arrive et il l'escorte à l'extérieur du logement. Il y a un officier de police qui attend avec June pour la rassurer et deux autres, eux, sont partis dans le logement pour inspecter chaque pièce pour voir s'il y a quelque chose. Malheureusement, la police ne trouve personne et en plus de ça, il n'y a aucune trace d'objet de valeur qui aurait disparu. Donc c'est comme si la personne s'était introduite dans la maison, comme ça, mais qu'il n'avait rien volé. Les policiers ont essayé de récolter des empreintes, mais encore une fois, ils n'ont rien trouvé. La police fait ensuite un petit rapport de ce qu'ils ont pu, mine de rien, trouver, même si c'était très faible, à June, et ils disent en gros que la porte arrière du logement était ouverte. Du coup, il n'y avait pas signe d'effraction. Sauf que June, en répondant aux questions des policiers, dit pourtant la porte arrière, je l'ai fermée et j'en suis sûre et certaine. Donc là, c'est un peu point mort sur cette affaire. June a recontacté la personne qu'elle voyait à ce moment-là, qui a accepté de passer la nuit avec elle, et naturellement, June a eu beaucoup de mal à dormir ce soir-là. À chaque fois, elle se levait pour vérifier chaque pièce du logement. Elle mettait des chaises en dessous des poignées pour que personne ne puisse rentrer. Elle a développé une sorte de paranoïa, ce qui est plutôt logique dans ce genre de situation, je pense. Le lendemain, June a informé le doyen de l'école et qui gérait aussi ces fameux logements de ce qui s'était passé, mais le doyen a refusé de changer les serrures. À chaque fois maintenant que June va se coucher, elle vérifie 3 fois que tout est fermé à clé. Elle a pris un chien, ce qui la rassure énormément maintenant concernant cette anxiété qu'elle a maintenant qu'il y ait des intrus dans son logement. Et elle a également acheté, vous savez, les sortes de caméras que tu mets sur tes portes d'entrée pour voir qui sonne à ta porte. Comme ça, si jamais quelqu'un à un moment donné tente de s'introduire chez elle, elle aura une preuve vidéo, elle pourra potentiellement identifier les individus. Mais June a quand même une théorie, ça c'est bien. Sa théorie, c'est que la personne qui s'est introduite chez elle, c'est le fameux petit ami violent de l'ancienne colocataire. Elle pense qu'à l'époque, vu qu'il restait beaucoup dans le logement, l'ancienne colocataire lui avait fait un double des clés qu'il avait toujours en sa possession. Sauf que là, ce qu'elle ne comprend pas avec cette théorie, c'est de 1, pourquoi il est venu dans le logement, et de 2, pourquoi il n'a rien fait à June, et aussi pourquoi il n'a pas cambriolé le logement. On ne sait pas quelles étaient ses intentions. Nous, si on peut théoriser un peu plus derrière ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous, dites-moi en commentaire. Moi, ce que je pourrais dire, quelque chose qui semble assez logique, c'est un peu fou, mais ça reste quand même logique, c'est que peut-être qu'il s'est séparé de la colocataire qui est partie. Il se disait peut-être que cette fameuse colocataire allait revenir dans le logement commun, et du coup, il pensait trouver son ancienne petite amie plutôt que June. C'est possible. Sinon, peut-être qu'il voulait simplement un toit pour passer la nuit, je sais pas, si on sait pas s'il était alcoolisé, drogué ou quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il se disait que vu que c'était le soir de Noël, qu'il n'y aurait personne dans le logement, et du coup qu'il pourrait potentiellement passer la nuit tranquillement dans le logement de June et de ses colocataires. Je sais pas, il y a plein de théories possibles. Pourquoi il n'a rien fait à June? Je pense que c'est parce qu'il n'avait pas d'intention vis-à-vis d'elle. Il voulait pas forcément l'agresser ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est fort probable que quand il a vu qu'il y avait quelqu'un dans la maison, c'est là qu'il a pris directement la poudre d'escampette. Ce terme est assez vieux. On peut vraiment théoriser de plein de manières différentes dans ce cas-là. Il y avait une école catholique qui était connue pour être hantée. Un jour, une jeune fille qui était étudiante dans ce fameux collège est restée après les cours pour travailler un petit peu sur ses devoirs. Pendant qu'elle marchait dans les couloirs déserts de l'école, elle est passée devant une salle de classe qui était ouverte. En passant juste à côté de cette salle, elle a aperçu quelque chose du coin de son regard. Elle a vu une silhouette fugace se tenir dans la classe. D'abord, elle ne l'a pas remarqué, mais après avoir passé la porte, elle s'est dit « Attends, mais j'ai vu un truc ». Du coup, elle fait machine arrière. Elle retourne devant la salle de classe et elle jette un petit coup d'œil à l'intérieur pour voir si elle avait vu effectivement quelque chose ou si elle s'était faite des idées. Et ce qu'elle voit, c'est une femme qui est une nonne, qui est en train d'écrire sur le tableau de la classe. Et là tout d'un coup la nonne se retourne, et la jeune fille qui voit ce spectacle est tétanisée. La vieille femme, la nonne, n'avait pas de visage. Son visage était aussi lisse qu'un œuf. La jeune fille, terrorisée, crie d'horreur, et elle s'enfuit. Elle s'enfuit parce qu'elle a pu aussi voir ce que la nonne était en train d'écrire sur le tableau. Ce qu'il y avait marqué, avec une écriture quasiment illisible quand même, c'était « Aidez-moi, je suis en enfer ».
Début de film d'horreur, classique. Ça fait plaisir, j'aime bien, ça partirait très mal. Après en tout cas, si on peut s'interroger un petit peu sur cette petite histoire, c'est la nonne, est-ce qu'elle va avoir un comportement agressif vis-à-vis de la jeune fille ou pas, tu vois? Ça c'est toi qui te fais le film dans ta tête derrière. Est-ce que selon toi il y a un démon qui est dans l'école et qui fait ce genre de choses à ses victimes, qui enlève leur visage? Ou alors est-ce que c'est la nonne elle-même qui va courir après avec un couteau derrière la jeune fille? Ça, c'est à toi d'écrire l'histoire. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ah oui, tu fais ta toilette. T'as cru que j'étais ta douche, frérot, là? Ton territoire. Allez, on passe à l'histoire suivante. Là, on va parler d'un étudiant ou d'une étudiante totalement silencieux ou silencieuse. Dans une école pour filles, dans les Philippines, on était le premier jour du semestre. Toutes les jeunes filles de l'école étaient dans leur nouvelle classe, dans leur nouveau bureau, à aménager un petit peu leur espace de travail. Et quand la cloche a retenti, le professeur est entré dans la classe. Il s'est présenté, normal, et il a commencé à faire l'appel. Jusque-là, tout va bien, ça vous rappelle votre entrée. Il s'assurait que tous les étudiantes étaient bien là, en classe. Ce serait quand même sacrément mal vu de venir en retard ou d'être absent le premier jour, de quoi bien se faire remarquer par le prof. Et à un moment donné, après avoir fini l'appel, il se rend compte qu'il y a une jeune fille qui n'a pas été appelée. C'est pas qu'elle n'a pas répondu présente, c'est qu'elle n'a pas été appelée. Le professeur, plutôt méticuleux, il avait bien checké sa liste de noms et il était sûr que cette jeune fille-là, il ne l'avait pas oubliée, c'est que son nom n'était pas sur sa liste. La jeune fille, elle, était vêtue d'un jean et d'un t-shirt blanc, mais elle était installée à son bureau d'une manière assez atypique. Elle n'était pas derrière son bureau, comme tout le monde le ferait, elle était à côté, au milieu de la petite rangée. Le professeur demande donc à l'élève, mais attends, tu t'es pas trompé de classe par hasard? Et la jeune fille, elle ne répond pas. Elle ne fait que le regarder directement dans les yeux. Au début, le prof se dit, elle a peut-être pas entendu, il répète sa question. Est-ce que tu ne t'es pas trompé de classe? Sauf que la jeune fille ne répond toujours pas. Elle reste là, à le regarder dans les yeux, sans bouger. Elle fait même pas un signe de tête en mode elle est timide ou quoi que ce soit. Elle ne bouge pas du tout. Le professeur se rapproche un peu d'elle, et là il remarque quelque chose. Quelque chose qui en ferait flipper plus d'un. C'est qu'elle saigne au milieu du front. Là, la jeune fille commence à bouger, elle se lève, et tous les élèves présents dans la classe crient. Ils crient parce qu'elle fait quelque chose de très flippant. Elle marche, elle traverse la rangée, elle passe à côté du professeur sans le regarder, et elle traverse le tableau. Elle passe au travers du mur. C'est là que cette histoire s'arrête, de quoi faire très bonne impression au jour de la rentrée. Faites ça aussi, bon la rentrée est passée donc ce sera l'année prochaine, mais vous vous levez et vous rentrez dans le tableau. Si vous avez la capacité de passer au travers, je vous conseille de vous questionner sur le fait d'être en vie, ça se trouve vous êtes mort, et à ce moment là ça voudrait dire que des défunts regardent mes vidéos, je ne saurais pas trop comment le prendre, soit ça voudrait dire que vous avez des pouvoirs, et là c'est plutôt cool. Perso le choix est vite fait. Allez on passe à la troisième histoire. Il y avait 3 garçons dans une école qui causaient pas mal de soucis, ils étaient turbulents, ils faisaient beaucoup de bêtises et les punir ça ne les calmait pas. Un jour, ces 3 jeunes garçons étaient à la recherche de bêtises à faire pendant l'heure de la pause déjeuner. Ils étaient donc dans les couloirs de l'école à chercher un truc qui pourrait causer encore plus de troubles à l'école. Ils ont remarqué qu'il y avait une jeune fille qui se trouvait dans les toilettes de l'école et ils ont décidé de lui faire une petite farce. La farce était pas très recherchée, ils l'ont juste enfermée à clé et ils voulaient voir comment elle allait réagir. Quelques minutes après avoir enfermé la jeune fille, il voit que la poignée bouge un petit peu, comme si la jeune fille souhaitait sortir naturellement de la salle de bain, et puis ensuite elle commence à s'agiter. La jeune fille devait commencer à paniquer. Les 3 jeunes garçons sont morts de rire, la jeune fille dit « ouvrez-moi, ouvrez-moi », mais ils ne répondent pas, en faisant genre qu'il n'y a personne derrière la porte, et la jeune fille, qui commence de plus en plus à paniquer, commence à taper sur la porte. Les jeunes garçons font comme s'il n'y avait personne, qui a été totalement isolé et que personne ne pourrait l'aider. Au bout d'un moment, il faut savoir arrêter et mettre fin aux bonnes blagues. Ça les faisait marrer, et au bout de quelques minutes, ils entendent la jeune fille qui commence à pleurer. Là, quand une blague commence à faire pleurer quelqu'un, c'est pas bon. Elle crie, elle implore à ce qu'on ouvre la porte, et là les 3 jeunes garçons commencent un petit peu à se sentir coupables. Du coup ils se disent, mince, ça va peut-être nous causer plus de problèmes qu'à l'accoutumée, du coup on va lui ouvrir la porte. Un des garçons ouvre la porte, et il attend. Il n'ouvre pas le passage, il la déverrouille. Mais la porte ne s'ouvre pas, comme si la jeune fille qui cherchait à s'enfuir de la salle de bain, avait arrêté de chercher à ouvrir la porte. Du coup un des garçons crie, maintenant c'est ouvert, mais il n'y a aucune réponse. Les garçons sont assez intrigués, ils se disent attends, elle cherchait à sortir, quand c'est ouvert elle sort pas. Que se passe-t-il? Ils ouvrent donc la porte des toilettes et ils ne trouvent personne qui s'y trouve. Les toilettes sont totalement vides et désertes. Je sais, ça veut dire la même chose. Ils ont regardé dans toutes les cabines, toutes les toilettes, peut-être que la jeune fille qui pleurait a commencé à paniquer, elle a eu peur à un moment donné, elle s'est cachée dans les toilettes individuelles.
Sauf que les toilettes individuelles sont également désertes. Les garçons crient son nom parce qu'ils la connaissaient, mais elle ne répond jamais à aucun moment. Il n'y avait aucune fenêtre dans ces toilettes qui pouvait éventuellement indiquer qu'elle était partie par la fenêtre. Le seul moyen de sortir de ce lieu, c'était par la porte que les garçons avaient fermée à clé. Depuis cette blague qui a tourné de manière assez étrange, les 3 jeunes garçons sont totalement terrifiés. Après avoir vu que les toilettes étaient totalement vides, ils les ont fuis, ils ont couru dans les couloirs et ils ont retrouvé cette jeune fille qui se trouvait devant la porte d'entrée de l'école, donc loin des toilettes, en train de parler à un professeur. Les garçons, assez intrigués, sont allés lui demander « Mais comment tu as fait pour sortir des toilettes ?» Et la jeune fille a répondu « Je ne suis pas allée aux toilettes de la journée. » C'est là que cette histoire se termine. Qu'est-ce que c'est pratique la télékinésie comme ça, de pouvoir créer une sorte de clone qui va aux toilettes à ta place et puis toi tu peux dire « J'y suis jamais allé ». Non mais qu'est-ce que ça pourrait être? Là j'ai pas trop d'explications hein, si je dois être honnête avec vous. Je saurais pas trop quoi dire ce qui aurait pu se passer. Je vois pas pourquoi un fantôme aurait pris l'apparence de la jeune fille. Non, j'ai pas d'explication. Dites-moi en commentaire vos théories sur ce truc là parce que là vraiment je sèche totalement. Allez, on reste dans le thème des toilettes avec l'histoire qui suit. Il y avait une jeune fille qui était en classe tranquillement un jour et à un moment donné, paf, elle décède sur le coup. C'est pas vrai, elle a juste envie d'aller pisser. Et vous savez, l'envie vraiment qui te prend et qui est insoutenable. Tu ne fais que y penser, ce qui fait que ça accentue l'envie. Donc, elle ne demande pas à aller aux toilettes pendant la classe, elle attend un petit peu parce que le cours était sur le point de se terminer, et quand le cours est terminé, là naturellement elle se dit libération, je vais aller vidanger ma vessie. Elle se précipite dans les couloirs, grosse envie, elle rentre dans les toilettes, et dans les toilettes il n'y avait personne. Personne ne les utilisait. Elle rentre donc dans la première cabine, elle ferme la porte de sa cabine derrière elle, normal, t'as pas envie d'être dérangé, elle s'assoit sur les toilettes, et elle enlève sa culotte. Elle s'assoit, et à partir du moment où elle a posé son corps sur les toilettes, elle entend un son étrange. Elle regarde en bas. Vous savez, dans les cabines de toilettes, des fois, il y a un petit espace entre la porte et le sol. Et bah là, c'est le cas. Et dans cet espace, des fois, tu peux voir ce qu'il y a un petit peu de l'autre côté des toilettes. Et ce qu'elle voit, ce sont des chaussures d'homme. La position des chaussures indique que l'homme se tient en fait juste devant la porte de sa cabine de toilette. C'était des chaussures assez habillées. Des chaussures qu'on pourrait mettre avec un costume, qui étaient brillantes, elles avaient été cirées et elles étaient intactes, comme si on venait de les acheter limite. La jeune fille a peur, elle se dit pourquoi il y a un mec qui se tient devant mes toilettes, pourquoi il se tient aussi proche de la porte de la cabine dans laquelle je me trouve, et c'était comme si en fait l'homme il était là mais il attendait que elle sorte des toilettes. La jeune fille est de plus en plus paniquée, elle n'ose pas faire de bruit, elle sent que ses cheveux commencent à se dresser sur sa tête à cause du stress, à cause de la peur. Et là, la jeune fille jette un coup d'œil en l'air. Et là, elle crie de terreur. Ce qu'elle voit, c'est le visage d'un homme qui la regarde d'au-dessus de la porte des toilettes. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il fait. Ce qu'il fait également, c'est qu'il lui sourit, avec un sourire sinistre. C'est là que cette histoire se termine, Slenderman version pervers. J'ai rien de plus à dire. Non, franchement, ça c'est une histoire, alors, qui doit faire bien flipper. La sensation de se faire observer, je sais pas si vous l'avez déjà eu, se faire observer, hein, pas par quelqu'un que tu apprécies ou que tu connais, hein, se faire observer par quelqu'un que tu ne connais pas. C'est une sensation très désagréable. Et il y a des endroits comme ça où tu te sens encore plus vulnérable. Notamment les toilettes. Imaginez, mettez-vous juste, voilà, je vous demande, vous, de vous imaginer dans la situation que je vous ai racontée. Imaginez la chose, vous êtes quasiment nu et quelqu'un vous regarde au-dessus de la porte des toilettes. Je pense qu'il y a très peu de situations où tu te sens aussi vulnérable. Après, quelles sont les intentions de cet individu? Est-ce que c'est juste un homme grand, pervers, qui est dans l'école ou qui s'est infiltré dans l'école? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de différent? Est-ce que c'est une sorte de démon, un fantôme, quelque chose de très malsain, mais de paranormal, qui justifierait d'un homme anormalement grand? Ça, c'est encore une fois libre à vous d'imaginer ce que vous voulez, de vous faire la suite du film. Que va-t-il se passer après ces événements? Est-ce que la fille va mourir? Est-ce qu'elle va se faire abuser par cet individu? Est-ce que quand elle va sortir des toilettes, elle va, je sais pas, elle va se rhabiller, elle va vouloir s'enfuir, elle va ouvrir la porte, il n'y aura plus personne derrière la porte? Bah ça, toutes les cartes sont entre vos mains pour écrire l'histoire. Allez, on va conclure avec une dernière petite histoire, encore une fois, les chiottes. Un soir, un concierge d'une école venait juste de finir, oula ma voix elle est partie loin là, de nettoyer les toilettes de l'école. Il était sur le point de quitter les lieux, de fermer l'école, quand un des professeurs, qui était resté là à faire des heures supplémentaires, est venu le voir en courant. Il a demandé rapidement « Est-ce que je peux aller utiliser les toilettes ?» Le concierge il se dit « Allez, je suis sympa, ok. » Il attend à l'extérieur
des toilettes que le professeur ait terminé de faire ses besoins pour ensuite le raccompagner à l'extérieur du bâtiment et le fermer. Et quelques minutes plus tard, le professeur revient. Et il te dit, frérot, j'ai défoncé les chiottes. C'est pas vrai. Ils se saluent, ils se disent bonne nuit et ils se quittent. Le concierge ne suit pas le professeur en quittant les lieux, il va juste s'assurer que les toilettes sont bien restées propres, qu'il n'a pas tout dégueulassé, au cas où. Je vous préviens, cette histoire est particulière. Je vous préviens, vous allez comprendre pourquoi, mais je vous préviens. Le concierge rentre dans les toilettes et il se rend compte que les toilettes sont dégueulasses. Il y a des traces sur les murs et même des traces de mains de couleur marron. Je souris parce que là vous devez commencer à comprendre pourquoi l'histoire est particulière. Le concierge se pose des questions, il se dit c'est quand même pas ce que je crois. Il se rapproche et là l'odeur vient avec. Il se rend compte effectivement que c'était de la matière fécale. Il se dit oula le prof il se fout de moi. Du coup le concierge sort des toilettes et il court dans les couloirs pour rattraper le prof et dire frérot qu'est-ce que t'as fait? Le prof dit qu'il ne sait pas de quoi il parle et d'ailleurs il a un peu indigné, il dit mais attends de quoi tu m'accuses? Pendant quelques minutes, les deux hommes s'affrontent verbalement, ils ne sont pas respectueux envers l'un et l'autre. En même temps, tu as d'un côté le concierge qui avait fini son travail de nettoyer les toilettes et qu'après, il retrouve son travail réduit à néant. Et même pire qu'avant qu'il commence son travail sûrement. Et d'autre côté, tu as le professeur qui se fait accuser de quelque chose de dégueulasse, peut-être à tort. Du coup, la conversation se termine, les deux hommes sont en mauvais termes et le professeur se dit « j'en ai assez, je m'en vais ». Le concierge ne le retient pas et il regarde le professeur quitter l'établissement. Sauf que il se rend compte dans le dos du professeur, il y a une trace de main marron. Est-ce qu'il aurait pu se faire ça lui-même? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il y aurait un fantôme qui pourrait, ça, pourquoi pas, s'il se trouve dans les égouts de l'école, là, dans les canalisations et tout, pourquoi il ne pourrait pas éventuellement jouer avec tout ce qui tombe dans les canalisations? Ça, c'est la question. En tout cas, c'est là que l'histoire se termine. Bon, c'est une histoire, je voulais vous la raconter parce que elle n'est pas forcément si horrifique que ça. Moi, elle m'a fait plus un peu rigoler parce que tu te dis c'est absurde. D'un côté, je me dis c'est pourquoi pas? Parce que tu vois dans les histoires un peu comme ça sur les toilettes, on te fait ouais, regarde, il y a des gens qui disparaissent dans les toilettes, ce genre de choses. Tu peux avoir du sang qui coule du robinet, du sang qui remonte des toilettes, ce genre de choses, mais c'est rare parce que ça casse peut-être aussi le délire horreur. C'est rare de voir je sais pas, des matières fécales qui remontent des canalisations, qui coulent de l'eau, tu vois, ça fait peut-être moins peur que du sang. C'est plus peut-être dégoûtant que horrifique. C'est mon avis. En tout cas, c'était une petite histoire, ouais, je me dis ça passe, ça passe. Après, tu peux remplacer la crotte par le sang. Ça marche aussi. Tu peux modifier un peu l'histoire dans ce sens-là. J'aurais pu le faire pour garder un truc un peu horrifique et pas détruire un peu ce côté horreur en parlant de matière fécale, mais bon, je voulais garder la base de l'histoire parce que je me dis, et pourquoi pas? Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires. C'était des petites histoires comme ça, vraiment, vraiment courtes, hein. Je voulais vous les présenter parce que d'un côté, ça peut faire travailler ton imagination où tu te dis, ok, et après? Il n'y a pas forcément de fin, ni milieu, tu vois, il n'y a pas l'action, une fille qui court dans les couloirs en mode aidez-moi, aidez-moi, il y a un fantôme qui me poursuit. Il n'y a pas toute une tension qui s'établit au fur et à mesure de l'histoire, c'est vraiment des débuts d'histoire et après tu peux en faire ce que tu veux. Et ça, j'aime bien ça.